Merci de me recevoir ce soir. Alors en effet, je ne connaissais pas l'Orient. Je suis née en Bretagne tout à fait par hasard à Paimpol, par les aléas de la vie, mais je connais pas du tout la Bretagne et encore moins le Morbihan. Je crois être passée une fois à Vannes. Vannes, c'est le Morbihan ? Oui. Je suis forte. Alors, donc je viens vous parler ce soir du féminisme. Je vous prie par avance de m'excuser si je heurte certains. J'ai parfois tendance à être un petit peu dynamique dans mes expressions, donc j'espère que je ne vous choquerai pas. Vous me le direz. C'est vrai que la dernière fois que j'ai fait une conférence, le conférencier m'a dit « Oh, vous ne maniez pas la langue de bois ». Je ne sais pas si c'était un compliment ou pas. Je ne sais pas. Vous me le direz. Donc, le féminisme, selon moi, n'est pas un sujet mineur. J'ai remarqué, depuis que j'ai écrit ce livre, que souvent dans les dédicaces, les hommes viennent me voir en me disant « Vous pouvez me dédicacer ce bouquin pour ma femme ?» Et alors c'est peut-être parce que le livre est rose, mais je considère que le féminisme n'est pas un sujet proprement féminin. Alors c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas offrir ce livre à votre femme, mais je pense qu'il intéresse bien au-delà et qu'il intéresse en premier chef, évidemment, les hommes. Alors c'est un sujet crucial, comme le prouve l'actualité récente. Au début de chacune de mes conférences, j'essaie de rattacher ça à une actualité et finalement je me rends compte qu'à chaque conférence elle est différente. Preuve que le féminisme est vraiment au cœur de ce qui nous anime aujourd'hui. Les féministes interviennent très volontiers dans le débat public, alors ou n'interviennent pas, ou interviennent à mauvais escient. En tout cas, la question de la femme et du féminisme est vraiment au cœur de l'actualité. On l'a vu avec le débat sur le délit d'entrave à l'IVG, et on l'a vu encore avec le reportage sur le bar de Sevran, vous savez, où un certain nombre de femmes sont interdites de séjour, entre guillemets. Et puis, on l'a vu encore aujourd'hui, là, un certain nombre de féministes s'élèvent contre l'élection de Miss France, qu'elles trouvent ringarde à souhait. Donc, tous les jours, il y a un nouveau sujet qui tourne autour du féminisme. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre ? Moi, je ne suis pas historienne, donc je ne vais pas vous parler de la condition féminine du temps à l'âge des cavernes, si vous voulez. Je ne vais pas non plus vous parler d'Olympe de Gouges. Je vais vraiment vous parler du féminisme que je connais. Le journaliste, c'est l'historien du temps court, un peu. Donc, le féminisme tel qu'il est né, il a été conceptualisé par Simone de Beauvoir et tel qu'il a été vulgarisé finalement par mai 68. Donc je l'ai vu travers ma mère, moi, mes filles, donc le féminisme que nous vivons aujourd'hui. Alors mon métier de journaliste m'a permis de m'intéresser à ces questions-là et un jour il m'a semblé voir un fil rouge, une cohérence d'ensemble entre toutes ces interventions féministes. Et je me suis dit que c'était intéressant de les analyser. Et puis par ailleurs, en tant que femme, j'avoue que j'en ai eu un peu assez de voir la parole féminine confisquée par les féministes. Finalement, si je pense au débat sur le délit d'entrave de l'IVG, eh bien, on avait l'impression que les féministes parlaient au nom de toutes les femmes. Moi, personne ne m'a demandé si je voulais être représentée par les féministes. Donc, il m'a semblé intéressant de parler d'elles. Alors, évidemment, le féminisme dont je vous parle aujourd'hui est né sans doute sur un terreau de frustration, sur ce genre de mouvement comme mai 68. Du reste, ce genre de petite révolution ne naît pas dans un climat de parfaite harmonie. Il est évident que, je pense à Simone de Beauvoir, elle avait sans doute une intelligence aiguë alors à une époque où les femmes étaient un petit peu contingentées sur le plan ou confinées sur le plan intellectuel. On sait que son époque, c'est le début du XXe siècle, et c'est vrai que le XIXe a été vraiment le siècle au cours duquel la femme a été mise réellement sous tutelle, même légalement, avec Napoléon. Et il est évident qu'elle devait en souffrir. Alors, je parle souvent un peu comme une boutade de ce film, vous savez, Les garçons et Guillaume à table. Quand on voit la vie de Simone de Beauvoir, il y a un peu de ça. Son père lui disait « Ah, tu as un cerveau d'homme ».
Et finalement, c'est un peu Les garçons et Guillaume à table version féminine, c'est-à-dire qu'elle a toujours un peu rêvé d'être le fils que son père n'a pas eu. Moi, je vous parle d'autant plus volontiers de ça que je trouve qu'elle écrit extrêmement bien. C'est une femme qui a une très belle plume, qui est très douée, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a véhiculé par la suite. Et je pense que c'était une intelligence extrêmement précoce et fine, et j'ai lu tous ses livres, et elle méprisait par ailleurs un petit peu, avec affection, mais elle l'a méprisé sa mère, comme on le voit dans Une mort si douce, je crois. Donc ce féminisme beauvoirien est un peu aussi un féminisme beauvarien, c'est-à-dire qui est né dans une prospérité matérielle, dans un pays de prospérité, dans un intérieur bourgeois, et une jeune fille comme Ebba Bovary finalement qui s'ennuyait. Voilà. Moi, je vois cette source-là comme ça. Je caricature un petit peu, mais je pense qu'il y a de ça. Ainsi est né le féminisme, et le féminisme a beaucoup copié Simone de Beauvoir, puisque vous savez que, et c'est là sans doute que réside toute l'imposture du féminisme, je vais le dire un peu vulgairement, mais Simone de Beauvoir couchait avec Sartre, et bien le féminisme a couché avec la gauche, avec une doxa de gauche, en tout cas, qui maintenant on résume, qui n'est plus de gauche d'ailleurs sur le plan économique, parce qu'elle est plutôt libérale, libertaire, une doxa de gauche qui a passablement envahi la droite aussi. Et bien le féminisme, en réalité, a toujours été la soubrette empressée de cette doxa de gauche, ce qui l'a empêché de défendre réellement les femmes. Vous savez, pour moi, ce suffixe « isme » est vraiment usurpé, parce que le protectionniste aime la protection, le perfectionniste aime la perfection, le progressiste aime le progrès, mais le féministe n'aime pas tellement la femme, parce que s'il l'aimait, il ne voudrait pas changer sa nature. Et il me semble que le féminisme tel que nous le connaissons essaie de réformer la femme, c'est-à-dire qu'il nie sa nature humaine et il veut la rendre autre. Vous savez très bien que nous avons tous des talents à faire fructifier, et si nous étions mariés avec quelqu'un qui nous disait et pourquoi tu es comme ça, tu vois bien l'homme qui est à côté de toi, ou la personne la fille qui est à côté de toi a de bien meilleure qualité, il faut que tu limites. Si nous demandait de renoncer à nos talents, eh bien, nous dirions au bout d'un moment, mais il ne m'aime pas comme je suis. Eh bien, je crois que le féminisme n'aime pas les femmes parce qu'il ne cherche pas à les épanouir. Alors, j'ai commencé mon livre par un chapitre qui peut paraître quelquefois dérisoire, mais qui ne l'est pas en réalité. C'est celui de la presse féminine, parce qu'il me paraît la preuve patente de cette imposture. Vous savez que si les féministes étaient réellement préoccupées de défendre les femmes, elles auraient dénoncé cette presse féminine. Alors cette presse féminine, personne ne s'en méfie parce que tout le monde la trouve un peu niaise, sans doute un peu mineure. D'ailleurs, vous savez, on dit qu'il y a eu un deuxième Yalta qui a fait que l'économie est passée à la droite et la culture et la gauche. Eh bien, il y a eu un Yalta de la presse également. La droite a laissé tomber complètement cette presse féminine parce qu'elle la jugeait mineure, peut-être aussi parce qu'elle se méfiait d'une presse proprement féminine, de la même façon qu'elle se méfiait du syndicalisme par rapport au corporatisme. Elle se méfiait sans doute du féminisme par rapport à la famille, mais le fait est qu'elle a complètement abandonné ce registre à la gauche. Alors c'est une presse, vous demandez à Madame Tout-le-Monde dans la rue, elle vous dira qu'elle est parfaitement neutre. Bon oui, c'est une presse qui parle de frivolité, on la trouve sur la table de tous les orthodontistes de France et de Navarre, de tous les médecins. Je vous parle de ça parce que je suis dedans actuellement chez les orthodontistes, mais cette presse est loin d'être neutre. Et surtout, elle est profondément sexiste. Déjà, on se dit, pourquoi faudrait-il une presse spécialisée pour les femmes ?
Vous dites les femmes donc ne pourraient pas lire de vrais journaux avec des textes en petits caractères. Il leur faudrait une maquette spécifique. Vous savez, on dirait un livre de lecture de CP. Il y a des polices de caractères de tailles différentes, de couleurs différentes et des énormes illustrations. Nous, une fois, avec d'autres journalistes, on voulait créer une revue féminine. On nous a dit « Ah non, mais ça coûte horriblement cher parce qu'il faut des grandes photos. C'est très compliqué de faire de la presse féminine. » Donc visiblement, les femmes ne sont pas capables de fixer longtemps leur attention. Donc il faut un petit peu essayer de la capter comme des enfants de 7 ans. Voilà. Par ailleurs, on les enferme dans ce qui s'apparente quand même à un apartheid intellectuel. On parle de ce que j'appelle les 3 M, c'est-à-dire la mode, le maquillage, les mecs. Et puis, c'est des revues extrêmement infantilisantes. Je prends Marie-Claire, dans lequel écrit quand même Caroline Fourest, grande féministe devant l'éternel s'il en est. Eh bien, moi je sais pas, mais ce sont les livres pour les tout petits qui s'appellent Martine, Caroline ou Juliette. Vous voyez un journal pour les hommes qui s'appellerait Jean-Claude ? Non, bah moi non plus. Donc et puis Marie-Claire, c'est un gynécée de papier glacé. Vous voyez bien, on y parle de crème, de parfum, de rouge pour les lèvres pour attirer les hommes. Comme dans les gynécées archaïques, on y rigole, on y chuchote, on y échange des confidences et puis on y croise des fillettes à peine pubères, parées comme des femmes et prêtes finalement à être offertes. Et surtout, et la vraie humiliation est là, c'est qu'il n'y a aucun sujet de fond qui n'y est débattu, en fait. Ce qu'il faut penser a été déjà décidé préalablement. On livre aux femmes un prêt-à-penser comme il y a un prêt-à-porter. C'est vrai que la grande humiliation est là. C'est que, il y a des débats. On débat quand même de la couleur du rouge à lèvres de l'automne. C'est important. Est-ce qu'il sera prune ou... Bon. Mais pour le reste, c'est absolument univoque. Moi, j'avais remarqué, j'ai fait le tour au moment de la manif pour tous. Eh bien, je pense qu'il n'y avait aucune femme dans les rues au moment de la manif pour tous, puisque la presse féminine était unanimement pour. J'ai pris toutes les revues féminines, alors qu'elle, la semaine suivant la grosse manif, elle a fait sa couverture avec un couple de lesbiennes. Marie-Claire sortait un dossier sur les people homo qui avaient adopté. Donc Cosmopolitan avait expliqué qu'il fallait, entre guillemets, que la France s'ouvre un peu plus aux couples homosexuels. Bref, il n'y avait pas un seul son discordant. Et je peux prendre aussi la même chose avec le sujet... Vincent Lambert, donc dans Le Figaro Madame, qui est censée être quand même la revue de droite, qu'on retrouve sur toutes les bonnes tables basses de la Baule, du Cap Ferret et autres îles de Ré. Dans toutes les bonnes familles qui veulent lire le carnet du jour, glissez, hop, il y a Le Figaro Madame, subrepticement, tac. Donc, eh bien, que voit-on dans ce Figaro Madame ? Eh bien, donc c'était au moment où la justice avait confié la tutelle de Vincent Lambert à son épouse Rachel Lambert. Donc, qu'a donc fait aussi c'est que Le Figaro Madame ? Il a fait un portrait de Rachel Lambert avec ce sous-titre « Portrait d'une femme qui a sacrifié sa vie à la protection de son mari ». Alors, on s'est dit on aurait pu attendre, mais pour laisser les femmes quand même réfléchir à un dossier équilibré avec aussi Madame Lambert, qui est une femme, que je sache. Donc, ce qui aurait permis peut-être aux femmes de se faire un avis. Non, il y avait la bonne parole qui était dispensée avec donc une version tout à fait hémiplégique de l'affaire. Donc on comprend mieux pourquoi les féministes ne s'attaquent pas à cette presse féminine, parce qu'elles, comme je le disais, qui ont pris des options idéologiques assez rapidement, conformes à celles de leur fondatrice, eh bien, ne veulent pas se débarrasser de ce canal de transmission bien trop précieux. Et tant pis si elles ridiculisent la femme. Parce que vous savez que les revues féminines, je ne résiste pas à l'envie quand même de vous faire un petit florilège que j'ai relevé, je ne l'ai pas inventé. Vous savez quand même que les femmes dans les revues féminines parlent une langue bizarre, qui est un peu entre anglicisme et mots valise. Donc une fashionista se fera les yeux smoky ou glitter, mais le teint nude. Soucieuse de rester une it girl très trendy, elle tentera le style ethnique chic, folk rock, vinyle idylle et bourge punk. Et elle adoptera le jegging ou le jogalon.
Donc, c'est des vies qui ont des femmes qui ont une vie extraordinaire. Vous voyez, je voyais 24 heures, c'était le titre du dossier, 24 heures dans la vie d'une serial shoppeuse à Dubaï. C'est merveilleux. Moi, je suis une serial shoppeuse à Leader Price, c'est beaucoup moins sexy. Voilà. Et puis, on voit bien que c'est des femmes qu'on ne croise pas dans la rue. Vous s'en souviendrez, parce que moi, si j'allais chercher mes enfants à la sortie de l'école avec mon manteau ethnique chic, ma jupe vinylidil, mes chaussures folk rock, mon chapeau bourge punk, mon maquillage smoky, eh bien, je vous assure que la dame qui fait traverser les enfants appellerait la directrice en disant « il y a une folle dingue qui est à la grille ». Voilà. Donc, on voit bien que ce sont des précieuses ridicules créées de toutes pièces par des agences de pub lanceuses de tendance en vue d'un renouvellement permanent des produits et pour toujours plus de consommation. Donc ce sont des femmes-objets, des femmes-objets sexuelles, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi des femmes-objets qui ont un autre nom, c'est la carte bleue. Et cela, jamais les féministes ne le dénoncent. Et tout cela n'est pas mineur, parce que le fait est que mai 68, en effectuant une rupture profonde entre les générations, a coupé ce fil aussi de transmission familiale. Et ce n'est plus auprès de leur mère que les filles viennent chercher les conseils, c'est auprès de ces nouveaux prescripteurs que sont les tenants de la presse féminine. Et en fait, de conseils, elles trouvent un embrigadement idéologique et des injonctions consuméristes qui sont bien loin des conseils désintéressés, certes parfois maladroits, mais désintéressés et généreux de leur mère. Voilà. Donc, on voit bien que le féminisme ferme les yeux dès lors qu'il s'agit de protéger des intérêts idéologiques qui dépassent bien le sujet de la femme. Alors, et puis, il a cette faculté. Alors, c'est vrai qu'au début, beaucoup de gens, d'ailleurs, moi la première, je ne m'en méfiais pas, il me faisait rire. Il a la faculté de s'attacher à des sujets tout à fait dérisoires. Il a des indignations dérisoires. Il me fait penser à ces dames. D'ailleurs, il est très caricatural dans ce côté féminin que l'on voyait au début du siècle. Vous voyez qu'on voyait dans la littérature de François Mauriac ou d'Irène Nemirovsky, il y a le monde qui s'écroule, mais les petites dames, elles briquent l'argenterie, elles ne veulent pas quitter la maison parce que leur argenterie n'est pas bien faite. Vous voyez. Eh bien, nos féministes sont comme ça. Elles ne voient pas que la femme est actuellement menacée et elles s'attachent à des petites choses absolument dérisoires. Alors, par exemple, le 7 octobre 2014, le député UMP Julien Aubert est sanctionné par la présidente de séance Sandrine Mastier pour l'avoir appelée dans l'hémicycle Madame le Président et non Madame la Présidente. Alors, il sera quand même privé d'un quart de son indemnité parlementaire durant 1 mois. Alors, l'Académie française a dit pourtant qu'il avait raison, mais c'est pas grave. Et elle a reçu le soutien, donc Sandrine Mastier, les remerciements de Cécile Duflot, de Caroline de Haas ou encore de Marisol Touraine. Voilà. Alors, il n'y a que Michel Alliot-Marie, quand même, qui a été ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense, qui s'est quand même un peu énervé et qui a dit « Non, mais c'est ridicule, cette histoire. Un titre, c'est neutre, ça doit le rester. Et madame suffit à identifier le sexe de la personne. » Bon. Et elle disait même « Moi, j'étais ministre de la Défense. Moi, je ne sais pas quel est le féminin. » Je crois qu'il y a des marins, d'ailleurs. Quel est le féminin de second maître ? Parce que si on dit seconde maîtresse, ça sent plus le bal hérésie que le col bleu, vous voyez. Et on peut continuer comme ça à l'infini. Vous voyez, tout le terrain militaire, la générale, la colonelle, ça fait un peu la douairière de garnison qui hante les balles de sous-préfecture. Voilà. Et donc, on voit bien que le féminisme se niche dans le registre, des registres absolument dérisoires et poursuit des politiques pour des raisons absolument des règles autoproclamées complètement absurdes. Et on pourrait les développer à l'infini. Alors on peut parler par exemple de la suppression du mademoiselle qui fait des jeunes filles de 15 ans sont appelées madame comme des douairières ménopausées, et c'est vrai que ça a quelque chose. Moi je pense aux jeunes filles, je sais qu'il y en a au moins une là qui a 15 ans, je me mettrais à sa place, j'aimerais pas qu'on m'appelle madame. Voilà. C'est tellement joli, mademoiselle. Mais donc la vérité, c'est qu'on voudrait se payer la tête des femmes, que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Alors l'autre sujet qui paraît dérisoire, mais qui est bien plus profond,
parce que il est tragique. En réalité, il remet en cause les acquis sociaux, pour parler comme un cégétiste de la femme. C'est le sujet de la galanterie. Vous savez que la galanterie est un grand cheval de bataille féministe. Alors, parce que la galanterie, les féministes appellent ça du sexisme bienveillant. Alors, c'est un concept qui a été inventé en 1996 par 2 chercheurs anglo-saxons. Et c'est, selon eux, une forme de sexisme et infiniment plus mauvais que le sexisme hostile parce que les femmes ne s'en rendent pas compte. Voilà. Alors, par exemple, Marie Sarlet, une sociologue belge, explique qu'une phrase comme « les femmes et les enfants d'abord », ça, c'est terrible. C'est vraiment le sexisme bienveillant dans toute sa splendeur. Alors, c'est sans doute pour ne pas se rendre coupable de sexisme bienveillant que le pacha du Costa Concordia s'est précipité dans la première chaloupe, mais notre monde machiste ne lui en a pas été tellement reconnaissant. Voilà. Alors évidemment, tous ces échafaudages tombent très vite face à la réalité, puisque, souvenez-vous, c'était il y a un an, le 13 novembre 2015, au Bataclan, le Paris Match relatait ce qu'il appelle des petites histoires en marge du drame. Eh bien, alors il rapporte que tel journaliste d'Europe 1 a pris une femme dans ses bras pour l'aider à sortir. Il s'est fait aussi l'écho du message d'un internaute posté sur Facebook pour remercier un homme qui a sauvé la vie de sa femme en la cachant sous des fauteuils et en la protégeant de son corps. Et pareil, sur Twitter, la famille d'une jeune femme enceinte qui a été hissée par un homme par les bras parce qu'elle était accrochée à une fenêtre. Tout le monde a pu voir ça sur YouTube. Elle était suspendue dans le vide, elle hurlait à l'aide. Lui, n'écoutant que son courage, est venu la hisser par-dessus bord. Eh bien, personne n'est venu leur reprocher leur sexisme bienveillant, surtout pas les intéresser, évidemment. Bien. Mais la vérité est que le recul de cette galanterie manifeste en fait celui de la civilisation. Parce que la galanterie, c'est la fine pointe de la civilisation. Et la civilisation, comme me disait un prêtre récemment, est née le jour où une femme a dit non à un homme et que celui-ci qui aurait pu la contraindre, eh bien, il y a le renoncer en laissant parler son cœur et sa raison plutôt que son instinct. Donc apprendre la galanterie aux petits garçons, c'est au contraire les éduquer à l'égalité avec les femmes. Parce que c'est les éduquer à domestiquer cette force physique qui fait défaut aux filles et même à la partager avec elles en leur mettant à leur service pour plus d'égalité. Car évidemment, l'égalité entre hommes et femmes ne se conçoit qu'intellectuellement. Physiquement, il n'y a pas d'égalité. Aucune féministe n'a réclamé que les matchs de boxe soient mixtes, car évidemment, les femmes seraient au tapis en 2 minutes. Donc, c'est la vie, voilà. Donc la galanterie venait évidemment combler cette profonde inégalité, justement. Et du reste, l'universitaire Paul Bénichou, qui est grand spécialiste, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des classes de prépa littéraire, mais qui cite beaucoup en Cagne, grand spécialiste de littérature française, écrivait dans son livre Morale du grand siècle, « La femme conquiert dans le monde chevaleresque une influence qui est à l'opposé de sa condition primitive. De simple objet de conquête qu'elle était, elle devient une maîtresse exigeante et dominatrice. L'homme se dépouille devant elle de sa supériorité physique et, par un acte d'adoration volontaire, renonce à être son maître pour être son serviteur. Le service de la dame devient le symbole même et comme la source intérieure la plus profonde du renoncement à la force brutale. » Voilà. Et puis, il cite un certain nombre d'œuvres de Corneille qui rendent lieu de cette galanterie. Donc, finalement, la galanterie, c'est la loi du plus fort qui rend les armes. Voilà. Alors, on se doute bien que ce sexisme bienveillant est sans doute l'un des plus grosses escroqueries du féminisme. Voilà, il fallait vraiment un sacré culot pour arriver à faire gober aux femmes que ne plus passer les portes avant les hommes, ni entrer dans la première chaloupe lors d'un naufrage était une avancée pour la condition de la femme. Mais le pire, c'est qu'elle le pense, parce que je suis allée faire une conférence en Belgique. Il y a un jeune Belge qui arrivait avec un document. Des féministes belges avaient protesté, elles avaient fait une manif sur je ne sais plus quoi à Bruxelles, et j'avais protesté parce que les CRS leur avaient pas tapé dessus et avaient tapé sur les hommes. Véridique, hein. Je peux vous retrouver le papier. Donc vous voyez, on atteint quand même des sommets, voilà. Alors, mais l'enjeu idéologique, en fait, apparaît. C'est-à-dire qu'il s'agit de brouiller les identités,
comme on le fait un peu dans tous les domaines. Donc les hommes n'ont plus l'apanage de la virilité et de son corollaire la force physique, et les femmes ne sont plus dépositaires de la féminité, et on va le voir aussi de son corollaire la maternité, qui est une force symbolique. Alors, il y a un sujet pour lequel le féminisme a beaucoup œuvré, c'est la libération sexuelle. Alors, vous savez que ça, c'est vrai qu'on ne voit plus vous savez, dans Brel, on dit la chanson « Je vous ai apporté des bonbons ». Alors, on ne voit plus les deux tourtereaux rougissants se tenant chacun un bout du canapé avec la grand-mère qui tricote au milieu. Ça, on a bien rigolé, c'était très ridicule. Mais il n'y en a plus, c'est terminé. Donc, même les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics de Brassens sont devenus une espèce en voie de disparition. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais pourquoi ? Mais parce que les gens, toutes les étapes sont tellement vite écrasées, on passe très vite aux choses sérieuses, si j'ose dire. Pourquoi les gens s'enquiquineraient-ils à s'embrasser dans le froid quand ils peuvent tout de suite coucher à côté du radiateur dans une chambre d'étudiant ? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Et c'est vrai que mai 68 a induit une dérégulation des rapports hommes-femmes avec lesquels toutes les conventions sont tombées. Alors, il y a quelque temps, Nicolas Bedos, qui est un contributeur de Elle, c'est vraiment le chouchou de Elle, il y a quelque temps, il y a même presque quelques années, il y a 2 ou 3 ans, sur un plateau télévisé, il a traité une étudiante de 20 ans de pute. Voilà. Certains s'en sont émus, mais pas les féministes, mais certains quand même. Bon. Et il a dit ah non, mais vous êtes tous des pisse-froids, c'est bien juste sur du registre du vocabulaire amoureux. C'est des petits mots doux, c'est de la drague, quoi. Voilà. Halte aussi magrée puritaine. Eh bien, tout cela est assez symbolique. Et dans son livre Témoignage, je ne sais pas si vous l'avez lu, Ne deviens pas gay, tu finiras triste, aux éditions parues il y a quelques années. Je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être lu parce qu'il y a 10 ans, il circulait beaucoup. Aux éditions François de Guibert, il y a un homosexuel qui témoigne. Alors c'est marrant, ce n'est pas le centre du livre, mais moi ça m'a frappé. Il rapporte que certains garçons viendraient à l'homosexualité par confort. Et du reste, que le chemin inverse de ce fait est compliqué à faire, parce qu'entre garçons, on ne s'embarrasse pas de fastidieux préliminaires, on va droit au but. C'est-à-dire que les filles, il faut les écouter, il faut les emmener dîner, il faut leur offrir des bouquets, il faut leur écrire des lettres, il faut aller au cinéma, voir des films qui leur plaisent en plus. Et à la fin, on n'est même pas sûr du résultat. Alors que, il disait un peu crûment que dans les boîtes gays, on savait pourquoi on y allait et au moins c'était clair. Eh bien, à la faveur, je pense, de la révolution sexuelle, ce mode de fonctionnement expéditif s'est étendu à la sphère hétéro. Et la dérégulation des rapports hommes-femmes et la déliquescence du mariage et la fin du formalisme, finalement, ont rendu le passage à l'acte très immédiat. Sauf que tout cela correspond au mode de fonctionnement de la sexualité masculine, mais pas féminine. Et cet écrasement des étapes intermédiaires conduit à des quiproquos sur la notion de consentement. Quand vous allez sur les blogs d'adolescentes, eh bien, il y a des filles qui disent « mais j'ai été violée, j'étais pas consentante ». Alors, elles disent « par mon copain, quand même ». Et les policiers appellent ça des mioles, paraît-il. Parce que, forcément, comme tout s'est passé très vite, le garçon pensait que c'était oui, mais en fait, c'était non. Voilà. Et de fait, récemment, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits de la Femme, parlait récemment, elle a fait toute une campagne sur le harcèlement dans la rue. Et en effet, c'est pas une vue de l'esprit. Alors, je ne vous parle pas des vous êtes charmante mademoiselle, parce que les féministes ont tendance à tout mélanger, sauf ça, ou à moins d'être dérangée, aucune fille n'a envie de porter plainte parce qu'on lui a dit qu'elle était charmante. Bon. Mais je vous parle de la violence verbale qui existe, comme celle de Nicolas Bedos que je vous citais tout à l'heure, et qui envahit toute la rue. Parce que les hommes à qui l'on dit qu'il est inutile désormais de s'embarrasser de circonlocution, puisque les filles sont désormais coquines et demandeuses, comme l'affirme crûment la presse féminine, les sites de rencontres avec adopteunmec.com, Glidden qui est soi-disant fait par des femmes. C'est soi-disant fait par des femmes. On dit c'est un site de rencontre fait par des femmes. Moi, il va falloir qu'on m'explique pourquoi c'est gratuit pour les femmes et payant pour les hommes. Vous savez, c'est comme les balles de campagne, on a du mal à rabattre les femmes. Donc du coup, on dit l'entrée est gratuite pour les femmes et payant pour les hommes. Glidden, c'est pareil. C'est parce qu'on a du mal à trouver des femmes. C'est bien que ce genre de site one-shot, pour parler vulgairement, correspond à un mode de fonctionnement de sexualité absolument masculin et qu'on peine à trouver des candidates.
Donc, eh bien, un certain nombre d'hommes se disent, eh bien, vive le sexe décomplexé et binaire. Donc, faisons des propositions directes et sans détour. Tu veux ou tu veux pas. Ils se disent que c'est comme ça que l'on traite un homme, les femmes sur un pied d'égalité. Alors, est-ce que les filles ont le choix ? Eh bien, pas vraiment. On a l'impression qu'elles s'adaptent, mais parfois ça fait de la peine, parce que je croisais récemment une sortie de lycée. Je voyais une jeune fille toute mignonne, avec ses longs cheveux, et je l'entends dire, je n'ai pas saisi le début de la conversation, mais elle disait, elle parlait très vulgairement, et elle disait à un garçon qui était avec elle, tu me fais chier. Et il lui répond, mais t'es qu'une salope, toi. Tu m'emmerdes. Voilà, ça a été ça, et il a fini par la pousser par le bras sur le trottoir. Après, elle se frottait en riant, voilà. Mais je trouvais que c'était quand même un style de relation assez triste. Alors, les filles ont l'air de s'adapter. Le fait est que quand elles se retrouvent entre elles, elles n'aiment rien tant que regarder. Elles aiment regarder Downton Abbey, Guerre et Paix, Grand Hôtel, et tous ces films qui sont peuplés de jeunes gens qui effleurent les doigts des jeunes filles, qui leur écrivent des lettres tout à la fois pudiques et enflammées, et s'inclinent devant elles pour les inviter à danser, leur tiennent la chaise pour qu'elles s'en soient. J'en passe et des meilleurs. Donc je me dis, qui de l'homme et de la femme cette libération sexuelle a-t-elle servi ? Alors c'est vrai que, eh bien, on est un peu arrivé à la fin de cette illusion enivrante et flatteuse pour la femme d'être une citadelle à conquérir, qui a finalement ne servi que les hommes, qui ne se voient plus forcés de perdre leur temps en préliminaires fastidieux, et la citadelle est désormais une sorte de rez-de-chaussée HLM facilement squatté, donc qui n'a plus beaucoup de prix. Alors, d'ailleurs, on peut le voir, c'est né vraiment de mai 68. Vous savez, au moment de l'affaire Beaupin, ça m'a frappé. Vous savez, cette affaire de l'écolo qui avait envoyé des SMS trash et voilà, hard, je sais pas comment on dit, à un certain nombre de femmes. Et ben Jacques Séguéla, qui est un peu le Saint-Jean Chrysostome du monde des médias, il dit toujours... Non mais c'est vrai, il dit toujours ce que tout le monde pense tout bas. Il avait dit, vous savez, l'affaire de la Rolex, bon, c'était quand même un peu c'était un peu la pensée de tous les people et hommes politiques bling-bling quand même. Bon. Et là, il dit, pour défendre Beaupin, il dit non mais les Verts, et il dit voilà, il faut l'excuser, les Verts sont nés de l'amour libre. Il y a un discours un peu hippie et cervelé qui a prêté à ça. Donc c'était les circonstances atteignantes qu'il a trouvées pour l'affaire Beaupin. Mais il a raison, parce que les féministes, elles cherchent elles veulent faire un procès, elles cherchent des coupables, mais il n'y a pas besoin de chercher les coupables sous le tapis. Il est là, c'est notre société libertaire qui est née bien sûr de mai 68. Alors, on pourrait en parler à l'infini. On pourrait parler, par exemple, de cette exposition, le zizi sexuel, qui, en fait, revient à mettre dans une exposition tous les graffitis qu'on voit dans les toilettes des écoles. Donc, je ne vois pas bien pourquoi il est nécessaire de déplacer les enfants pour leur montrer ça, alors que, justement, il faudrait leur montrer une autre appréhension de la sexualité. C'est finalement le zizi... Vous savez, vous avez dû en entendre parler, c'est à la Villette. Vous ne devez pas être touché à Lorient par ce genre de choses, mais... c'est pas arrivé chez vous. Mais donc on amène on a renserré les enfants dans cette exposition, qui est une espèce de Charlie Hebdo en culotte courte. Il est évident que les enfants n'en ressortent pas indemnes. Et dans son livre, alors vous savez qu'il y a un film qui va sortir d'ailleurs avec Julie Gaillet, mais le thème n'est pas drôle. C'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle Marion, 13 ans pour toujours, dans lequel Nora Fraisse raconte le calvaire de sa fille, que le harcèlement à l'école a conduit au suicide. Eh bien, elle raconte que sa fille était traitée de pute, de salope, sur fond de rivalité sentimentale, parce que Marion, à 13 ans, a un petit copain. Et quelques mois plus tard, c'est une autre lycéenne de 15 ans dans le Calvados qui s'est jetée sous un train parce qu'elle n'a pas supporté qu'une photo très intime prise par un ex circule sur les réseaux sociaux. Le problème étant peut-être qu'à 15 ans, elle est un ex en fait. Et les parents ne comprennent pas que les professeurs, la direction, enfin bref, les adultes n'aient rien vu. Mais pourquoi s'en serait-il inquiété ? Parce que ces insultes, ces pratiques, cette vie sexuelle ultra précoce, qu'effectivement les adolescents n'ont pas la maturité nécessaire pour assumer, eh bien, sont le lot quotidien à l'école. Voilà. Alors, je vais vous
vous épargner, on pourrait d'ailleurs gloser à l'infini sur ces sujets-là, je vais vous épargner la suite, pour arriver au traitement, au traitement de la fécondité, car évidemment la libération sexuelle n'a été permise que par le traitement de la fécondité. Et par quelque chose d'absolument incroyable, on a réussi à faire gober à la femme qu'il fallait traiter sa fécondité comme une affection chronique, comme du diabète ou de l'asthme. Eh bien, on se doute bien que cette prise au long cours d'hormones n'est pas sans conséquences. Je crois que c'est Ligias qui avait calculé que dans la vie d'une femme qui prenait la pilule pendant toute sa vie de femme féconde, ça représentait 8000 comprimés. Donc, à l'heure du bio, quel boucher voudrait encore d'une vache nourrie aux hormones pendant seulement 10 ans ? Moi, je me dis, ce que l'on ne souhaite pas à son beefsteak, pourquoi on le souhaite à sa femme ? Et le problème, c'est que pour la gauche et par voie de conséquence pour leurs supplétifs féministes, il y a une bonne et une mauvaise écologie. Et en fait, l'écologie s'arrête où commence l'idéologie. Alors Greenpeace, oui, mais Greensex, non. Et déjà en 2010, dans son livre « Le conflit, la femme et la mère », Elisabeth Badinter explique que l'engouement pour le bio est un terrain glissant pour la femme. Elle parle même d'une offensive naturaliste menée par une sainte alliance des réactionnaires. Et Marie-Claire parle d'une sainte alliance catho-écolo qui serait en train de se nouer. Alors on se doute qu'un jour ça va finir par venir, que le bio va sortir de la cuisine. Quand je vois les gens fous de bio dans leur cuisine et qui oublient tôt quand ils arrivent dans leur chambre à coucher, je me dis qu'un jour forcément ça va s'arrêter. Mais pour le moment, personne n'a le courage de s'attaquer à ce symbole majeur du féminisme par lequel la libération sexuelle a tenu, et on a peur que tout s'effondre sans doute comme un château de cartes, enfin j'imagine. Et puis aussi il y a des enjeux commerciaux, même si ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors on peut aussi parler, même si là c'est en fait un avortement, mais parler de la pilule du lendemain. Vous savez que 43% des jeunes filles, 43% c'est quand même énorme, des jeunes filles de 15 à 19 ans l'ont déjà prise. Et le dosage hormonal y est 40 fois supérieur à celle d'une pilule contraceptive. Donc il y a beaucoup de gens, de membres du corps médical, sans être ni catho, ni je ne sais quoi, qui s'inquiètent quand même des conséquences prévisibles. Parce qu'en fait, le pharmacien doit donner cette pilule du lendemain sans s'inquiéter de savoir si la jeune fille en a pris la semaine dernière ou en prendra la semaine d'après. Et ce qui paraît complètement délirant. Maintenant, les infirmières scolaires peuvent en dispenser aussi, ce qui paraît fou, puisque vous savez, si vous avez des enfants petits, que même le mercurochrome, même le plus petit des antiseptiques est banni des cours de récréation. Moi, mon fils est tombé dans la cour. La maîtresse m'a dit, je vais mettre un peu d'eau parce que je peux mettre rien d'autre. Mais en revanche, la pilule du lendemain, si ma fille de 15 ans veut aller la demander, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on se dit qu'il y a quand même quelque chose de délirant encore là. Et puisqu'on applique le principe de précaution à tous et à chacun, les féministes ne devraient-elles pas être les premières à dire, attention, on est en train de faire courir un risque sanitaire majeur à l'insu des parents, hein. C'est quand même... là aussi, on a besoin d'une autorisation pour faire paraître une photo dans un journal d'école pour donner la pilule du lendemain, ça pose pas de problème. Eh bien, ce devrait être un cheval de bataille des féministes, et il n'en est rien, parce qu'évidemment là aussi l'idéologie prend le pas sur le reste. Alors vous voyez que je me place à chaque fois du point de vue de la femme, je ne sais pas de me placer d'un point de vue moral ou religieux, je n'essaie pas non plus de me placer du point de vue de l'homme. Je fais une petite parenthèse parce qu'on me dit ah oui mais notre société dévirilise l'homme aussi. En effet, mais il me semble que toute femme, je parle aux femmes parce qu'il me semble que toute femme sans avoir de formation particulière, ni philosophique, ni religieuse, peut comprendre que tout cela est une aberration. Alors, on peut faire le même raisonnement avec la question de l'avortement. Je ne vais pas m'étendre sur la question parce que j'imagine que je m'adresse à un public, eu égard à ce que vous avez dit tout à l'heure, aux différents conférenciers qui sont intervenus, à un public averti et auquel je ne vais rien apprendre. Mais
une des problématiques, enfin un des paradoxes incroyables est par exemple donc sur la question de l'IVG qui est promu droit fondamental devant lequel il faut se prosterner. Quiconque remet en cause même un tout petit peu que c'est un droit fondamental doit se présenter ses excuses pendant des heures. Eh bien, il faut savoir que une étude a révélé à l'échelle macro, je vous parle même pas, on a beaucoup parlé des conséquences psychologiques, je pense que vous savez tout là-dessus, mais ou des conséquences physiques. Une enquête a révélé que ce que l'on appelle le généricide ou féminicide in utero arrive en Europe. Donc ça touche actuellement le Royaume-Uni et il n'y a pas de raison que ça ne touche pas un jour la France. Donc il manquerait entre 1400 et 4700 filles en Angleterre et au Pays de Galles pour cause d'avortement sélectif. Alors jusqu'à présent, c'était réservé à la Chine, ce genre de phénomène, ou à l'Inde, et ça s'étend en Europe. En fait, depuis quelques années, on observe le même phénomène en Albanie, au Kosovo, Monténégro, en Géorgie. Et puis, aux Pays-Bas et en Norvège, on est en train d'observer une corrélation entre avortement tardif et annonce aux parents du sexe de l'enfant. Pourquoi ? Parce que si les Occidentaux, avoir une fille semble plutôt sympathique, il n'en est pas de même culturellement de certaines populations allochtones qui s'installent en Europe. Donc, et le problème, c'est que comme tous les garde-fous ont été supprimés, comme la connaissance du sexe se fait de façon de plus en plus précoce et que le concept de détresse vient d'être supprimé, plus aucun médecin ne peut demander à une femme pour quelle raison elle se fait avorter. Si elle n'est pas dans la détresse et qu'elle a envie de se faire avorter, elle se fera avorter. Et si c'est le sexe de son enfant qui lui donne cette envie, elle en aura le droit, voilà, implicitement. Donc on se dit, c'est bien, les féministes se battent pour que les femmes soient nombreuses dans les boîtes du CAC 40, pour qu'elles aillent dans la Lune, j'en sais rien, pour que elles soient à la tête des, je sais pas, j'entendais aujourd'hui des associations sportives, mais encore faut-il leur donner ce droit fondamental de naître, parce que sinon ça va être compliqué forcément. Donc il est évident que l'IVG, droit fondamental pour la femme, je demande à voir. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes ces questions que j'évoque dans mon livre parce que ce serait trop long et je pense que vous en connaissez un rayon sur le sujet, notamment sur ce délai de réflexion qui a été supprimé. Mais là encore, on voit bien que les féministes qui prennent comme cheval de bataille majeur l'IVG sont là aussi dans l'imposture. Alors on peut aussi évoquer d'autres sujets peut-être auxquels on ne pense pas spontanément. Par exemple, les violences faites aux femmes. Alors, vous savez que c'est un grand là aussi, un grand combat féministe, sauf que y a certains sujets auxquels elles ne s'intéressent pas parce que ça pourrait nuire à leur et contrevenir à leur idéologie. Vous savez, il y a 5 ans était assassinée Anne-Lorraine Schmitt. Eh bien, son père s'est beaucoup battu pour que soient réformées les lois sur la récidive des délinquants sexuels. Le fait est qu'il ne s'est pas passé grand-chose, ou ce qui s'est passé ne s'est pas passé dans le bon sens. Parce que là aussi, les stéréotypes sexués ont quand même la vie dure. Moi, je connais pas, on veut féminiser tous les mots, je connais pas le féminin du mot violeur. Peut-être parce qu'il n'y en a pas, peut-être parce que c'est toujours les gros camionneurs qui violent les jeunes filles et pas l'inverse. Donc, et là, les féministes auront du mal à changer le système. Mais là encore, pour permettre à la femme de s'épanouir, eh bien, il faut un climat de sécurité. Si la justice est trop laxiste, ne fait pas son œuvre, eh bien, on revient à la loi de la jungle. Et qui est puni par la loi de la jungle? Qui est le plus fort? C'est l'homme. Qui est le plus faible? Eh bien, c'est la femme et l'enfant. Donc le laxisme judiciaire, loin d'aider la femme, au contraire, renforce son inégalité, qui, puisqu'encore une fois, l'égalité, évidemment, ne peut se comprendre que sur un plan purement intellectuel. On peut aussi parler du travail des femmes. Alors là aussi, c'est un long chapitre que j'ai beaucoup développé dans mon livre parce que c'est vrai qu'il me tient à cœur. Vous savez que récemment, on
les féministes, là aussi, sont encore montées, selon moi, à contretemps sur ces sujets-là. Elles ont dénoncé, vous savez, elles ont enjoint les femmes à faire une grève, je ne sais pas si vous avez suivi ça, à s'arrêter de travailler au mois de novembre, je ne sais plus quel jour, 7 novembre, je crois, à 16h34. Alors l'explication, c'était que les femmes étant mal payées, mal rémunérées, si elles avaient été payées comme des hommes, elles se seraient arrêtées à ce moment-là et le reste aurait été bénévole. Enfin bon, elles faisaient un calcul de ce type-là en expliquant en tout cas que les femmes donc étaient structurellement moins bien payées que les hommes. En fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'une autre enquête est sortie il y a quelques mois sur les rémunérations des femmes et des hommes. En fait, ce ne sont pas les femmes qui sont moins bien payées que les hommes, ce sont les mères. En fait, les mères sont moins bien payées que les femmes qui ont des enfants sont moins bien payées que les femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc la discrimination ne se fait pas entre les femmes et les hommes, elle se fait entre les femmes qui sont mères et entre les femmes qui ne sont pas mères, pour des raisons assez naturelles, parce que quand elles ont des enfants, il y a plus, elles passent moins de temps dans l'entreprise. Alors vous me direz, les féministes ont une réponse assez courante à ça, et elles expliquent ça aux femmes depuis longtemps. La maternité est un obstacle au travail. Un obstacle au travail de la femme. Donc, il faut ajourner ou différer. Enfin bon, elle vous explique que tous les éléments que propose le planning familial sont un élément de libération pour la femme qui lui permettra de travailler. Mais si on résout la discrimination entre les mères et les non-mères, dire à une femme, il faut, pour plus avoir de discrimination, il ne faut plus que vous soyez mère, c'est comme si on disait à un noir, pour qu'il n'y ait plus de discrimination, il faut que vous deveniez blanc. Ce n'est pas une solution, ça. Donc, c'est évidemment la vraie solution n'est pas là, elle est de permettre aux femmes de travailler tout en étant mères, puisque semble-t-il, nous allons vers une époque où les femmes économiquement, où les foyers seront biactifs, et puis il est légitime que des jeunes filles qui fassent des études aient envie de les mettre en pratique. Mais il faudrait développer des pistes comme le télétravail, comme tous ces moyens-là qui permettent à la femme, qui établissent une porosité entre le monde du travail et la famille. Moi, je vous cite le télétravail parce que c'est une solution qui est plébiscité actuellement par beaucoup de gens, même par les hommes, au moins le télétravail partiel. Alors tous les métiers ne s'y prêtent pas, mais puisqu'on a un secteur tertiaire très développé, eh bien pourquoi, et donc qui peut se faire à distance dans un bureau, pourquoi ne pas imaginer de développer ce télétravail? Il est plus naturel finalement d'avoir des relations virtuelles avec ses collègues de travail et des relations physiques avec les membres de sa famille. Ça permettrait, qui sait, peut-être de repeupler un jour les campagnes, de recréer ce maillage. Mais ce sont des solutions théoriques auxquelles les féministes au contraire, auxquelles les féministes ne s'intéressent pas parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce n'est pas aider les femmes, ce n'est pas aider les mères. C'est, là encore, elles sont dans l'idéologie. Vous voyez, il y a eu par exemple cette visite de la crèche pilote à Saint-Ouen, la crèche Bourdarias, par Najat Vallaud-Belkacem. Cette crèche qui s'emploie depuis 2009 à lutter contre les stéréotypes sexistes. Alors, les petits garçons sont encouragés à jouer à la poupée et aux tâches ménagères, et les petites filles à manier le marteau et le tournevis, vous voyez. Mais moi, je sais pas, j'ai mis mes enfants à la crèche, on laisse ces enfants dans un grand espace, il y a des jeux de toutes sortes. On n'a jamais forcé les filles à jouer avec des poupées ou les petits garçons avec des petites voitures. Il se trouve que majoritairement, les filles jouent avec des poupées et les petits garçons avec des petites voitures, mais le contraire arrive, plus rarement, mais ça arrive. Donc, ce qui veut dire que cette crèche Bourdarias force les petites filles à jouer, si elle est innovante, force les petites filles à jouer avec des petites voitures et les petits garçons à jouer avec des poupées. Donc, on voit qu'on est dans une démarche de libération forcée. Je vous disais tout à l'heure, la Boétie a inventé la servitude volontaire, ou si je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je le dis. Eh bien, les féministes ont inventé la libération forcée. Et ce concept s'applique pour tout. Alors, il y a eu le congé parental. Vous savez que maintenant, le congé parental, il est pris obligatoirement sur les 3 ans de congé parental pour 2 ans et demi par la femme ou par l'un des deux et 6 mois par l'autre. Ce qui est évidemment un non-sens. En théorie, ça a l'air très joli. On se dit, ça va partager. La théorie féministe est toujours très jolie. Mais dans la pratique, c'est une aberration. Parce que sauf certains métiers qui s'y prêtent, peut-être comme des fonctionnaires, des professeurs,
on sait bien que celui qui arrête 2 ans et demi, d'une certaine façon, évidemment, va fragiliser. Il n'est plus là dans l'entreprise, il fragilise un pilier économique de la famille. Alors, si l'autre doit s'arrêter 6 mois également, il fragilise le deuxième pilier. À la limite, qu'on arrête 2 ans et demi ou 3 ans, ça ne change pas grand-chose, mais que l'un arrête 2 ans et demi et l'autre 6 mois, c'est les deux piliers économiques de la famille qui sont fragilisés. Donc dans les faits, que se passe-t-il ? Le deuxième conjoint ne prend pas les 6 mois, donc la femme se retrouve avec 2 ans et demi de congé parental et un bébé à caser à la crèche à un âge où on ne le case plus, alors que l'école n'est obligatoire qu'à 3 ans, et donc véritablement un casse-tête à régler. C'est un peu le choix de Salomon, pour qu'aucun ne soit sacrifié, eh bien on sacrifie les deux. Sauf qu'évidemment, c'est toute la famille qui en pâtit. Et on peut aussi appliquer cela, alors je vous donne un dernier exemple parce que je ne veux pas vous assommer, mais on peut expliquer cela. Alors moi, j'en ai été une victime, j'ai été un malgré nous des séries scientifiques. Vous savez, je suis de la génération qu'on envoyait faire des bacs S, même quand on était des matheux laborieux. J'ai trouvé ça absolument aberrant. Et je trouve cela, oui, vraiment regrettable. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec Serge Villepelé, ancien président de PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit assez important, et qui avait écrit un livre qui s'appelle « Un patron qui aime les littéraires », et qui pourrait expliquer que les formations littéraires avaient vraiment leur place en entreprise. Eh bien, alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que on entend beaucoup les féministes et le ministre des droits de la femme et le ministre de l'éducation dire il faut que les femmes fassent des filières scientifiques, il faut qu'elles fassent ingénieurs, qu'il faut qu'elles... Parce que, disent-elles, il y a beaucoup trop de filles en lettres. Mais peut-être qu'elles ont de l'appétence pour les lettres, peut-être, si elles le choisissent. Voilà. Et peut-être que rendre service aux femmes, pas toutes d'ailleurs, il y en a qui font des très belles écoles d'ingénieurs, du reste, mais il se trouve, c'est vrai, que majoritairement, dans les classes littéraires, on trouve des filles. Alors, c'est vrai aussi quand on a des enfants, garçons et filles, moi j'ai remarqué que les petites filles étaient souvent assez à l'aise avec les jeux de langage et lisaient plus précocement. Je ne sais pas si c'est un lien avec la suite, mais c'est comme ça. Mais peut-être que pour aider ces filles, il faudrait revaloriser les filières littéraires plutôt que de vouloir absolument les faire rentrer au chausse-pied avec perfusion de cours particuliers dans des filières scientifiques. Peut-être qu'il faudrait développer ces métiers-là, ces filières-là qui ont des compétences propres et quelque chose à apporter à l'entreprise. Mais là aussi, il faudrait revenir, alors là je vous emmène loin en arrière, au moment de mai 68, quand le marxiste Bourdieu, qui a beaucoup influencé l'éducation nationale, eh bien, expliquait qu'il fallait cesser, vous savez à l'époque c'était le latin qui tenait lieu un peu de maths, eh bien il fallait cesser la sélection par les lettres parce qu'elle était discriminante. Vous voyez, ça favorisait l'endo-recrutement de classe parce que quand des parents sont cultivés, ils emmènent plus volontiers leurs enfants voir une exposition, ils leur donnent des livres à lire, ce que ne font pas des enfants peu favorisés. Donc voilà pourquoi on a édicté le tout sélection par les sciences. Donc il faudrait accepter de repenser tout cela autrement, de façon pragmatique. Eh bien, on ne le fait pas, parce que là encore, ça induirait une remise en cause idéologique qu'elles ne sont pas prêtes à faire. Alors, je vous épargne la suite parce que on va pas, sinon je vais vous garder toute la nuit. Mais je voudrais parler aussi de cette dernière incohérence qui me paraît prégnante et qui, je pense, sur lequel va se fracasser le féminisme et sur lequel il est en train, en fait, de se fracasser, c'est-à-dire le féminisme et l'islam. Alors, en février 2010, un article de Marianne, qui est plutôt pas spécialement un journal chrétien, qui était intitulé « Voile, les indignations sélectives des féministes françaises ». Il relevait, donc c'était il y a 6 ans. Le journaliste disait « Celles qui naguère brûlaient les soutiens-gorge considèrent-elles que le hijab est inifugé ? D'où vient donc que les féministes françaises se sentent gênées aux entournures lorsqu'il est question de voile ? Craignent-elles de passer pour islamophobes si elles s'en prennent au voile ? Les mêmes, il y a quelques années, ne craignaient pas tant les catholiques. » Et c'est vrai que les féministes ont beaucoup accusé les catholiques d'avoir
nuit à la condition féminine. Et pourtant, je crois qu'il faut vraiment arrêter avec ça, parce que s'il y a une religion qui a permis à la femme de relever la tête, c'est bien celle-là. Et c'est du reste ce que relève la philosophe Chantal Delsol dans Le Nouvel Âge des Pères. Elle cite Paul de Tarse, qui disait, donc Saint Paul, vous savez, qui est réputé quand même le plus misogyne de tous, hein, voilà, notamment par une de ses épîtres qui fait bondir beaucoup de gens, je crois. Voilà. Mais il n'empêche que c'est Saint Paul qui a dit « Il n'y a ni homme ni femme, tous sont égaux sous le regard de Dieu ». Eh bien, ce jour-là est né le féminisme sur nos terres. Et Chantal Delsol le souligne donc dans ce livre Le Nouvel Âge des Pères, comme l'historienne Anne-Marie Pelletier dans son livre Le christianisme et les femmes, 20 siècles d'histoire. Elle dit « Ce n'est pas un hasard si ce sont des sociétés dont l'héritage est chrétien qui ont vu naître au siècle dernier les premières requêtes du féminisme. » Et Régine Pernoud aussi le dit, elle le dit assez finement dans son livre La femme au temps des cathédrales. Elle dit « C'est pas un hasard non plus si toute l'Europe a été convertie grâce à l'influence des reines chrétiennes, à l'instar de Clotilde de France, Théodelinde en Italie, Théodosia en Espagne, Berthe en Angleterre ou encore Edwige en Pologne, parce que si leur conversion était sans doute sincère, elles y trouvaient aussi leur intérêt de femme, parce qu'évidemment c'était avec le mariage par consentement mutuel monogame et à un âge un peu plus avancé, eh bien évidemment ces princesses ont trouvé également leur intérêt. Donc, du reste, beaucoup ont critiqué cela. Beaucoup ont dit que le christianisme avait émasculé finalement notre civilisation, nos terres en tout cas. Il y a eu Selz, Nietzsche, mais même il y a eu Machiavel, je crois, Feuerbach, et même Zemmour, qui a écrit dans son essai Le Premier Sexe. C'est ce qu'il explique. Et c'est vrai qu'indéniablement, il y a une parenté, même si le Christ était très viril, mais il y a une parenté entre la faiblesse de la femme, qu'évoque Chantal Delsol dans son livre Le Nouvel Âge des Pères, et puis entre l'humiliation dont elle dit finalement qui a été toujours le lot des femmes pendant longtemps, et puis la faiblesse du Christ et l'humiliation qu'il a acceptée. Alors il ne s'agit pas d'idéaliser nos sociétés occidentales qui n'ont pas été exemptes de misogynie sans doute, mais avec plus ou moins de force selon les siècles, mais cette misogynie n'a pas existé à cause de la religion chrétienne, mais bien malgré elle. On reprend toujours cette phrase de Chesterton que maintenant on applique un peu à toutes les sauces, mais on dit je ne sais pas quelle telle chose, c'est une vertu chrétienne devenue folle. Et ben le féminisme, c'est exactement ça, c'est une vertu chrétienne devenue folle. C'est né sur un terreau spécifiquement chrétien. D'ailleurs, on voit que Simone de Beauvoir était quand même prêtrise de christianisme, de culture chrétienne, même si elle s'y est opposée, parce que sa phrase, d'ailleurs, on n'est pas femme, on le devient, ressemble à celle de Tertullien, on n'est pas chrétien, on le devient. Simone de Beauvoir avait reçu une éducation absolument chrétienne, même si elle s'y est opposée. Et comme Simone de Beauvoir, le féminisme était pétri de christianisme et il s'y est opposé. Et il s'est modelé sans doute un peu contre l'Église, mais néanmoins, il a fonctionné avec le même logiciel. On peut faire d'ailleurs un parallèle avec la laïcité. Vous savez, on dit finalement c'est le christianisme qui a inventé la laïcité avec il faut rendre à César ce qui est à César. Maintenant la laïcité s'y est opposée, mais finalement elle s'est modelée contre elle s'est adossée à elle, et surtout elle arrive à tenir les chrétiens puisqu'ils parlent la même langue finalement, et on peut dire la même chose du féminisme. En revanche, avec l'islam c'est un peu plus compliqué, donc on essaie de faire rentrer l'islam dans cette camisole de force, ou en tout cas dans ce moule qu'on avait créé pour le catholicisme, et évidemment ça ne fonctionne pas. Mais là encore, et on voit bien, je ne vais pas vous faire un dessin, que l'islam menace évidemment
toute la position que les femmes avaient pu acquérir dans notre civilisation, et nombreuses sont celles qui mettent en garde. Je cite par exemple Lydia Guirous, qui explique qu'il y a des quartiers où les femmes doivent raser les murs, où les jeunes filles voilées mettent la pression en d'autres en leur disant « t'es pas une bonne musulmane ». Enfin, il est évident qu'on se heurte à une conception de la femme qui n'est pas tout à fait celle que l'on a connue. Et là, où sont les féministes ? Alors, je vais peut-être vous paraître dur, voilà, avec ce sujet-là, mais le fait est que je crois qu'il faut être réaliste. Vous savez, toutes nous autres femmes, on le sait, quand on va dans un pays étranger, il est des pays étrangers où le guide du routard, qui est plutôt un guide politique de gauche, un guide touristique de gauche, nous explique que il faut mettre certaines tenues, il faut cacher nos épaules, nos jambes. Quelquefois mettre un voile même, eh bien, pourquoi ce serait bien orgueilleux d'imaginer que ces populations qui arrivent avec leur conception de la femme, avec leur regard de la femme, vont poser leurs mœurs à la frontière comme des vieux godillots sales pour endosser les nôtres. Non, je vous dis encore une fois, je pense que c'est même de l'orgueil de le penser. Et il est évident, parce que c'est refusé de se mettre à leur place, et c'est croire ce que nous sommes tellement fantastique qu'on sera forcément imité. Donc évidemment, un certain nombre de choses qui se passent actuellement auraient pu être prévenues. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit bien sûr de ce harcèlement de rue. J'en ai parlé tout à l'heure, il y est lié pour part à la libération sexuelle, mais aussi dans certains quartiers, il faut le dire, parce que ce serait pas être en vérité que de ne pas le dire, par la présence d'une population alloctone qui n'a pas le même regard sur la femme. On l'a vu par exemple en Allemagne et on le voit aussi en France. Alors le documentaire Femmes de la rue, filmé en caméra cachée en Belgique, bien avant les événements de Cologne dont on reparlera, avait été traité de raciste. Il exposait une certaine vérité et contre laquelle les féministes ne veulent pas s'élever parce qu'évidemment, ce serait contrevenir, ce serait peut-être froisser le prolétariat de substitution qu'est l'électorat alloctone pour la gauche. Donc elles ne veulent rien dire. Donc, on sait ce qui s'est passé, je pense que vous en avez tous parlé, à Cologne. Pendant le réveillon, il y a eu un certain nombre de viols et on a constaté l'embarras des féministes à travers toute l'Europe. Sauf Elisabeth Badinter, vous voyez, elle a été critiquée par Marianne en 2010, d'ailleurs, dans son article. Mais Elisabeth Badinter a osé dire qu'il y avait un vrai problème et qu'il n'était pas normal que l'on ne dénonce pas cela. Parce qu'il faut savoir que Caroline de Haas, fondatrice du mouvement Oser le féminisme, n'a pas voulu en entendre parler. Elle a dit dans un tweet... ceux qui me disent que les agressions en Allemagne sont dues à l'arrivée de migrants, allez déverser votre merde raciste ailleurs, vous voyez, c'est classe. Et bon, donc elle voulait vraiment pas le voir. Et puis ensuite, elle a même dénoncé François Fillon, qui avait dit à l'époque il n'avait pas la notoriété qu'il a actuellement, mais il avait dit, faut-il rappeler aux sauvages qu'en Europe, les femmes ne sont pas des objets qu'on violente et qu'on couvre de noir. Il avait tweeté ça après les événements de Cologne. Alors Caroline de Haas avait dit, je viens de signaler le tweet de François Fillon pour incitation à la haine raciale. Mais elle est là pour défendre les femmes, pas pour qu'elle laisse donc ce registre-là à d'autres. Donc vous voyez qu'elle ne joue pas sa partition, elle joue clairement une partition autre politique qui n'est pas la sienne, encore une fois. Alors, violenter les femmes, si ce n'est pas de la sauvagerie, je ne sais pas ce que c'est pas une activité récréative ou un sport de contact. Donc, on voit qu'elles ne veulent pas s'occuper de ces soucis-là. En fait, la défense des droits de la femme s'arrête là où commencent des priorités bien supérieures pour la gauche qui entend donc ménager son électorat.
Alors, et finalement, il y a peut-être plus de filles dans les quartiers qui le dénoncent que dans les officines féministes. Vous voyez, dans Libération, une fille qui s'appelle Sarah Jama, il disait souvent les éducateurs ont peur de stigmatiser en dénonçant tout cela. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai souci dont une vraie incohérence contre laquelle le féminisme est en train de se fracasser. Alors je vais vous citer à titre anecdotique, mais qui est quand même assez révélateur. Après ces événements de Cologne, vous savez, comme les Allemands, les réputations, c'est pas toujours usurpé. C'est un peu caricatural, mais c'est pas toujours usurpé. Ils règlent leurs problèmes de façon simple et rapide et directe et basique. Donc ils se sont dit, on a un problème, on va essayer d'apprendre à ces étrangers qui arrivent sur notre sol à se comporter avec les Allemandes. Donc ils ont sorti dans un programme d'accueil appelé Ankommen un ensemble de 14 dessins qui se présentent comme des pictogrammes et qui mettent en scène des moments de la vie courante, mais aussi des comportements violents barrés d'une croix orange. Voilà, ça ressemble à, vous savez, à ces affichettes dans les avions, vous voyez, barrées. Voilà. Donc, en gros, c'est une espèce de mode d'emploi sommaire, un code de la route des sexes en Occident. Alors, on en a beaucoup plaisanté parce que c'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup à un manuel d'utilisation d'électroménager, vous savez, Miele ou Bosch. Donc là, il y a des touches sur lesquelles il faut appuyer et d'autres, c'est faire button, sinon ça casse le matériel. Donc on se dit, où sont Tristan et Iseult, la princesse de Clèves, le lys dans la vallée, Cyrano de Bergerac, ou pour rester en Allemagne, les souffrances du jeune Werther. Donc il y a une vraie question qui devrait sans doute perturber les féministes à tout le moins, susciter un débat. Eh bien, elle ne le provoque pas. Elle ne le provoque pas parce que, encore une fois, il y a des intérêts électoraux supérieurs. Alors, comme le dit... et puis, il faut dire que donc elles n'en ont pas, encore une fois, elles ne le veulent pas, elles ne le peuvent pas pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, parce que l'islam n'est pas dans le même logiciel. La laïcité, finalement, a été créée pour une autre spiritualité, on va dire. Le féminisme ne s'y adapte pas. Mais, et puis, par ailleurs, elles ont, en faisant table rase de tout un bagage culturel et civilisationnel, peut-on dire, eh bien, elles ont laissé la femme seule et démunie et elles ont permis l'arrivée de l'islam parmi les femmes. Moi, je remarque que les mots pudeur, alors sont réapparus de façon caricaturale, mais ils avaient disparu et ils sont réapparus. Voilà, donc signe sans doute que certaines femmes les attendaient peut-être. De la même façon, quand on voit la façon dont les djihadistes recrutent sur les sites spécialisés, c'est un petit peu basique, mais c'est dans un registre extrêmement, féminin, de clichés féminins. C'est-à-dire que les jeunes filles, on dit aux jeunes filles qu'elles épouseront de valeureux guerriers, qu'elles seront le repos du guerrier, qu'elles seront la mère de ses enfants, puis qu'elles soigneront les blessés. Ça correspond à une imagerie féminine qui a été, éradiquée par le féminisme et qui a laissé un vide. Donc, on voit que le féminisme a laissé la femme démunie et proie facile pour cet islam radical qui arrive. Alors, Elisabeth Lévy l'a écrit, quand on lui demandait, mais il reste des combats féministes, elle se moque beaucoup des féministes, et est-ce qu'il reste des combats féministes à mener? Elle dit évidemment qu'il reste des combats féministes. Ils sont simples à recenser, ce sont ceux que nos bruyantes féministes ne mènent pas. Et je dirais que le prochain combat féministe, c'est celui qu'il faut livrer à ce faux féminisme qui, sous couvert de défendre les femmes, veut les assigner à une norme.
Donc, je crois qu'elle a raison. Et il est temps de faire tomber ce féminisme comme un fruit mûr. Alors, encore une fois, il va sans doute se fracasser contre l'islam, mais cela ne sera pas sans conséquence pour la femme. Il est temps peut-être pour nous de nous réapproprier une identité féminine bien comprise et de refuser surtout de nous faire confisquer la parole et confisquer notre parole par ces féministes. Alors, comme à chaque fois qu'on arrive à la fin d'un cycle, cela fait peur, mais c'est en même temps plein d'espérance, puisque évidemment tout reste à reconstruire. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que certains souhaitent poser quelques petites questions? Je fais passer le micro. Bonsoir et merci infiniment de vos paroles. Moi, je voulais vous remercier pour le remarquable article que vous avez fait paraître dans Famille chrétienne, intitulé « Prophylaxie ou idéologie ». Je trouve que votre façon de parler de cet affichage profondément choquant et contraire à ce que nous souhaitons pour nos enfants et notre jeunesse, vous avez su le traiter avec un humour qu'on a encore entendu ce soir. Merci beaucoup. Et avec beaucoup d'intelligence. Et je vous en remercie parce que j'ai quelques engagements dans la société civile. Et on a souvent besoin, en tant que chrétien engagé, d'arguments qui ne sortent pas tout droit, j'ai envie de dire, de l'Église, même si, bien entendu, ce sont mes convictions. Mais dans certains milieux, si on commence par dire catho, eh bien tout de suite, les oreilles se ferment. Tandis que ce que vous avez écrit, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce que certains... Bonsoir, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une position claire des féministes sur ce qui est GPA? Je me suis toujours dit que c'était impossible que des féministes puissent... Et pourtant, alors je dirais que c'est un sujet sur lequel certaines ont eu le courage de prendre une position divergente. On sait qu'il y a Sylvie Agacinski qui a pris une position différentes. Il y en a certaines autres un peu moins connues, mais globalement, on arrive quand même doucement sur l'idée qu'il pourrait y avoir une GPA éthique. C'est un mot qui a été prononcé par Irène Théry, qui a été prononcé par Najat Vallaud-Belkacem elle-même. Je crois même qu'Elisabeth Badinter l'a dit, je le mets dans mon livre, je crois. L'idée fait son chemin. Parce que, là encore, elles n'ont pas le courage de s'y opposer. Ça paraît absolument incroyable. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi celles qui se sont opposées à la prostitution ne s'opposent pas à la GPA. On se dit que ça se passe finalement, on loue un secteur quelques centimètres plus haut. Mais c'est une réalité. Même sur la GPA, les féministes ne s'opposent pas dans leur grande majorité, je vous dis, en dehors de quelques voix extrêmement minoritaires. Là, on commence à entendre des sons de cloche absolument aberrants. J'entendais l'une d'entre elles dire non, mais on a beaucoup dit, on a beaucoup raconté de trucs là sur les filles en Inde. Non, mais elles sont quand même traitées de façon très correcte. Non, mais il y avait des esclaves qui étaient traités de façon très correcte aussi. C'est évidemment, même pour ce sujet-là, il ne faudra pas s'attendre à une grande réaction. Alors, il faut quand même savoir, parce que les milieux féministes, et c'est un peu pour cela que je vous disais qu'ils détruisent l'identité féminine, est trusté quand même par des militants LGBT. Donc, il y a beaucoup de lesbiennes.
Voilà. Ce qui explique qu'il y a des sujets auxquels elle ne s'attaque pas. Il y en a un, par exemple, j'ai fait récemment une émission, je change, je ne parle plus de la GPA, mais j'ai fait récemment une émission avec une jeune fille qui avait écrit ce livre, Victoire d'Auxerre, vous savez, sur les anorexiques. Là aussi, il y a un vaste sujet parce que c'était une fille mannequin anorexique et elle expliquait dans son livre que les couturiers voulaient rendre les femmes très, très maigres parce que ça faisait des corps androgynes qui plaisaient aux couturiers qui finalement n'aimaient pas les corps des femmes. Tout cela, c'est encore un sujet dont les féministes pourraient s'emparer. Elles ne s'en emparent pas. Et le lien avec la GPA, c'est que la PMA pour les lesbiennes finalement ne peut se concevoir sans la GPA pour les hommes. Parce que l'argument est là, les pauvres, ils n'ont pas d'utérus. Ils ont une prostate qui sert à rien et sinon elle leur donné de faire des ennuis à la fin de leur vie, c'est bête. Donc il faut donc trouver un utérus de substitution. Donc on voit bien que il n'y aura pas d'opposition des féministes contre la GPA, sauf exception courageuse. Voilà. Alors si elles ont eu une prise de position relativement courageuse, je trouve, mais elles ne vont pas au fond de la question sur Cyril Hanouna. Vous avez peut-être vu ça. Voilà, parce que qui s'est comporté d'une façon absolument détestable avec un certain nombre de femmes donc très vulgaires et très avidissantes au cours de son émission. Alors sa seule réaction, ça a été de dire « Oh non, mais on est en famille !» Alors je ne sais plus quel féministe a quand même dit « Dites donc, vous êtes une drôle de famille pour vous comporter comme ça. » Donc là, mais la vérité, c'est que tout ça a été permis quand même par une idéologie libertaire qui a mené à ça. Et on ne parviendra pas à l'éradiquer si on ne va pas aux sources du problème. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonsoir. J'ai toujours cru que Cyril Hanouna était un gentleman. Bon, bref. Merci. Merci à vous pour vos articles sur Boulevard Voltaire. C'est comme ça que je vous ai connu. Petite question. Féminisme, étape vers la théorie du genre. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, oui, de toute évidence, puisque pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au lieu d'exalter l'identité féminine et de permettre à cette identité dans toutes ses acceptions de s'épanouir, eh bien, au contraire, cette identité est mise sous le boisseau. Et on voit bien que certains, je vous le disais tout à l'heure, me disent « Ah oui, mais il faudrait écrire un autre livre qui parlerait de la dévirilisation de la société. » Eh bien, tout cela vient converger vers un être qui n'est ni homme ni femme, un être hermaphrodite et qui correspond parfaitement à la théorie du genre. Donc, en effet, c'est une marche vers la théorie du genre. Là aussi, les féministes, si elles étaient parfaitement cohérentes, une féministe qui aime la femme dirait « Attendez, vous êtes en train de tout mélanger, il ne faut pas confondre une femme avec un homme, nous avons nos spécificités propres, quand on défend une marque, on la défend avec toutes ses caractéristiques. » Eh bien là, ce n'est pas le cas. Donc en effet, vous avez raison, c'est l'objectif ultime. Juste une petite question, si vous me permettez encore. La presse féminine, une arme contre la famille, pour l'implosion de la famille. Eh bien, ce que je vous disais, oui, mal utilisé, oui, sans doute. Alors, je vous le disais tout à l'heure, en effet, je pense que certains se méfient toujours de la presse féminine parce que, encore une fois, le féminisme peut être compris, je vous dis, par opposition à la famille, comme le syndicalisme au corporatisme. Vous voyez, il y a une relation horizontale entre femmes au lieu d'avoir une relation globale dans la famille avec de soutien mutuel. Donc, sans doute, certains peuvent s'en méfier. Moi, je pense qu'il faudrait quand même songer à reconquérir cette presse féminine. Je sais qu'il y avait eu un essai en Espagne. Alors, voilà, c'est compliqué parce qu'il ne s'agit pas de faire non plus une presse confessionnelle pour la femme, mais je sais qu'il y avait eu parce que sinon on tombe dans certains travers, mais il y avait eu un essai donc en Espagne, je crois qu'il s'appelait Teva, me semble-t-il, qui avait montré simplement, par exemple, les people, hein, c'était toujours un peu superficiel, mais de façon saine, voilà,
une optique saine, un regard sain, S-A-I-N, pas S-A-I-N-T, enfin, en tout cas, pas de façon claire, sur la société. Donc, c'est un projet qui reste à faire, en tout cas. En l'état, oui. Je pense qu'elle s'oppose à la famille. Moi, je suis effrayée, c'est anecdotique, par la page témoignage. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire cette page témoignage. C'est des histoires abracadabrantes. Enfin, c'est censé être des histoires de lectrices. Je pense qu'il y a quelqu'un dans elle qui écrit, qui rigole à écrire les pages témoignages tellement c'est dingue. Mais et je me dis, des femmes doivent se dire, bon, bah, y en a qui ont cette vie-là, pourquoi pas moi? Non, mais c'est absolument délirant. Donc, oui, en effet, il ne faudrait pas penser qu'elle est inoffensive parce qu'elle est bête. Merci à vous. Je vous en prie. Bon, ben, je crois que nous avons appris beaucoup ce soir sur le féminisme et sur tout ce qui nous entoure et dont nous ne sommes peut-être pas assez conscients. Merci de nous avoir donné la conscience de cette implication d'un faux féminisme dans tout ce qui nous entoure et qui va nous aider à éclairer notre entourage. Je crois qu'en plus, peut-être que sur le plan, on aurait aimé peut-être vous entendre sur le plan politique. Je crois qu'il y a là aussi un domaine où il y aurait peut-être une action à mener et à voir quelles sont les carences et les manques dans ce domaine-là. Et puis, je pense que du point de vue éducatif, c'est peut-être là que nous avons tout un rôle à jouer qui est très important et j'imagine ce que c'est, vous le savez bien, que le rôle des parents aujourd'hui, quand on voit à quel point le genre pénètre partout, que l'éducation sexuelle à l'insu des parents pénètre dans les établissements. Et donc, merci de nous rendre plus vigilants et de nous avoir en plus montré cela avec beaucoup d'humour, ce qui nous fait du bien en ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci.